Bien, on va commencer avec Odile Renaud-Bassot. Bonsoir, madame. Vous êtes la première directrice du Trésor, donc j'ai le plaisir de vous interviewer. J'ai eu la chance de pas mal connaître le Trésor. À l'époque où je fréquentais plus le Trésor, j'étais un Bercy Watcher, comme on disait. On disait que le Trésor, c'était l'écurie des jeunes pur sang de l'État. Est-ce que cette vision, peut-être un peu verticale, a changé aujourd'hui avec les transformations? On vient d'entendre parler de quantique, on vient d'entendre parler d'intelligence artificielle. Est-ce que les énarques, et pas que, parce que vous n'avez pas que des énarques à la direction du Trésor, dans ce pouvoir économique que vous représentez aujourd'hui, plutôt que de parler de l'écurie de pur sang, on parle plutôt de l'équipe, d'un collectif, et comment est-ce qu'on travaille aujourd'hui? Quelle est la raison d'être aussi que vous donnez au Trésor? C'est un mot à la mode. Alors, je pense que ce que vous décrivez du Trésor, ça correspond toujours à une certaine réalité. C'est-à-dire que c'est toujours une direction où, dans l'État, on attire beaucoup de très hauts potentiels, de gens qui sont pas des très grands scientifiques, mais qui peuvent être des grands économistes ou des énarques bien formés, etc. Mais que la façon de travailler de l'État a fondamentalement assez changé. Et c'est beaucoup moins top-down, je dirais. C'est moins... l'État continue à réguler, continue à définir de la norme, continue à faire des standards, continue à gérer les finances publiques, etc. Mais je pense que la façon de travailler au sein de l'administration, mais aussi dans l'interaction entre l'administration, le secteur public et le reste du monde, a fondamentalement changé. Et par exemple, je prendrai un exemple qui nous rapproche un tout petit peu des nouvelles technologies. On a eu cette année, tout d'un coup, à débouler, d'une certaine façon, au Trésor, mais aussi dans le milieu des banques centrales, etc., le projet du Libra. Ça faisait pas partie, nous on avait la présidence française du G7, donc on prépare toujours des agendas, des programmes, etc. Et puis tout d'un coup on s'est rendu compte qu'il y avait ce projet énorme qui pouvait, de monnaie digitale gérée par Facebook, qui pouvait complètement changer les modalités de paiement, d'échange d'argent, de transfert d'argent dans les pays développés. Bousculer la souveraineté des États. Et de bousculer la souveraineté des États. Et donc la question était vraiment de réagir et de trouver d'abord, les façons les experts pour comprendre, voir les enjeux, analyser l'ensemble des enjeux, etc. Et puis réagir, voir que pouvaient faire les pouvoirs publics, que pouvaient faire les banques centrales, etc. Et pour faire ça, ça a été un travail totalement collectif avec les autres pays du G7, les banques centrales, des experts, etc. pour essayer de définir une réponse, de définir une stratégie, de voir ce projet reflétait un besoin et donc de voir comment on peut y répondre. Et ça reflète, je trouve, un mode de fonctionnement assez différent de ce qu'on a pu connaître dans le passé dans un État très régalien que vous voyez ici à Bercy avec les bâtiments Colbert, Vauban, etc. On a beaucoup changé. J'allais le dire. Alors effectivement, quand on pense Trésor, on pense l'État émetteur, on pense à Colbert aussi, on pense à cette vision d'un État finalement qui est un acteur, en France en particulier, très important de l'économie. Et puis en même temps, on voit bien, l'économie s'est transformée, elle se transforme par le secteur privé, vous l'encouragez, c'est la politique clairement que vous souhaitez développer. Et aujourd'hui, on a une multitude de feuilles de route en fait de transformation. On a cité le quantique, il y a une feuille de route quantique, il y a une feuille de route cyber, il y a une feuille de route sur l'IA, il y a l'impact évidemment de ces technologies qui est transversale sur énormément de secteurs dont vous êtes le régulateur. Comment est-ce que vous vous adaptez et comment est-ce que vous voulez, si possible, accompagner, piloter ces multiples transformations? J'ajouterais, parce qu'elle est également une question de technologie, de la transition écologique qui vient finalement aujourd'hui devenir une forme d'injonction. Je pense qu'on change notre organisation. Alors, je prends l'exemple de la transition écologique qui est assez typique parce que c'est un sujet que l'administration peut prendre de plein de manières différentes. Au Trésor, il y avait des gens qui s'occupaient de la partie négociation internationale, il y avait des gens qui s'occupaient de la partie régulation financière, il y avait des gens qui s'occupaient de la partie plus impact économique, quels sont les bons outils économiques pour faciliter la transition, est-ce qu'il faut faire des émissions, taxer les émissions, est-ce qu'il faut faire des impôts sur la consommation d'énergie, etc. Et donc, dont on se rend compte, c'est que pour traiter ce genre de sujets, qui sont
totalement englobants, qui sont très multidimensionnels et où en fait, pour pouvoir être efficace, il faut vraiment utiliser l'ensemble des outils disponibles en matière de politique publique. Il faut changer, bouleverser nos modes de travail, et c'est pas forcément refondre les organigrammes, faire un bureau. On parlait tout à l'heure de Chief Digital Officer ou Chief Digital Office. Donc c'est pas forcément faire un bureau de la transition écologique, mais c'est arriver à avoir un mode de fonctionnement matriciel, alors que connaissent très bien les entreprises, hein, qui arrivait, je pense, beaucoup plus tard dans l'administration, mais qu'on est en train de mettre en œuvre pour, voilà, prendre tous les gens qui travaillent sur ce sujet-là et à un moment les faire travailler ensemble et produire. Et c'est vrai avec les équipes au sein de l'État, mais aussi avec les partenaires extérieurs, parce qu'on voit bien aussi aujourd'hui que dans la fabrication des politiques publiques, si on ne prend pas en compte les parties prenantes, les entreprises, les citoyens, les partenaires sociaux, etc., le risque d'échec et les ONG, sur un sujet comme la transition écologique, c'est important, le risque d'échec est extrêmement important et la légitimité de l'action publique est fortement remise en cause. Donc, ça, c'est aussi une transformation assez profonde dans la conception de l'action publique. Justement, cette période que nous vivons, on pourrait parler d'une crise de mutation. Les années 2020 vont être des années où on voit bien que, vous l'avez dit, il y a le phénomène gilet jaune, enfin il y a une contestation de toutes les autorités, la presse comme l'État. Comment est-ce que vous voyez la conception des politiques économiques? Est-ce que vous avez été bousculé vous-même peut-être par ce mouvement des Gilets jaunes sur la façon de définir et de communiquer des transformations qui restent nécessaires bien sûr, mais comment finalement associer plus les Français, les gens et les faire s'approprier cette nécessité de changer? Sur la transition, l'exemple qui est intéressant, je trouve, c'est mois dernier, c'est l'exemple de la Convention citoyenne, où justement les pouvoirs publics ont décidé de mettre en place une convention un peu avec des gens tirés au sort, hein, et on avait l'autre jour Thierry Pêche qui expliquait comment ça fonctionnait. C'est vraiment des gens qui arrivent avec chacun leur expérience d'univers complètement différents, leurs préoccupations complètement différentes, et qui essaient de trouver un consensus ou de se mettre d'accord sur des propositions pour traiter un problème. Et donc ça, c'est assez innovant en termes de processus de décision. Après, ce qui est pour les administrations comme la nôtre, traditionnellement, on communique pas du tout. Par exemple, c'est le ministre qui communique, qui est chargé, ou le gouvernement qui est chargé de porter la parole publique. Nous, on travaille pour le ministre. Et là, je dirais qu'on est dans un monde où si on communique plus et qu'on n'est pas capable d'expliquer le pourquoi du comment ou de donner des faits, je pense qu'on ne fait pas notre métier. Et c'est un enjeu très important de transformation aujourd'hui, d'être capable d'utiliser les différents modes de réseaux sociaux, etc., pour expliquer, donner des données, éclairer le débat public. On n'a pas vocation à faire de la communication de très grand public, etc., mais au moins, voilà, faire connaître et contribuer au débat en apportant de la formation factuelle et des éléments. Et par exemple, l'année dernière, au moment du grand débat, il y a eu beaucoup de données sur l'utilisation des dépenses publiques, leur affectation, etc., qui ont vraiment nourri, je pense, une partie des débats citoyens qui ont eu lieu dans les mois qui ont suivi les Gilets jaunes. Dernière question, vous citiez le sujet de la monnaie Libra. On voit bien qu'avec beaucoup de ces nouvelles technologies apparaissent de nouveaux risques, y compris des risques financiers. L'arrivée de l'intelligence artificielle dans la banque, par exemple, ça peut être une question de savoir est-ce que demain, il y aura toujours des comités de crédit ou est-ce que des machines décideront? Donc est-ce que de nouveau, est-ce que vous identifiez, il y a également la cybersécurité, bien sûr, on en a un peu parlé, est-ce que vous identifiez de nouveaux risques et donc de nouvelles façons de réguler ces risques qui pourraient, on a bien vu la crise financière, la dernière date de 2008, on se dit que si à l'âge du quantique et de la cybersécurité, on devait en connaître une 10 fois plus puissante, ça serait quand même difficile d'y résister. Donc comment se prémunir et comment vous vous préparez à ces nouvelles technologies? Alors la nature des risques qui peuvent émerger est très très diverse, parce que par exemple quand on parle des crypto-monnaies, il y a toutes les problématiques de blanchiment, de circuits complètement opaques qui permettent toutes sortes de trafics, etc. Et donc ça c'est un risque qu'on essaie d'attraper par des règles, en appliquant à ce secteur des règles anti-blanchiment. Donc ça il y a des accords internationaux qui sont en train de se mettre en place pour faire ça. Évidemment l'autre risque c'est l'équilibre à trouver, c'est de pas non plus décourager l'innovation et de
garder le bon côté de l'innovation et d'avoir des réglementations qui permettent de s'adapter aussi aux nouvelles formes, aux nouveaux produits qui peuvent se développer. Donc par exemple, la place de Paris a été très innovante sur la blockchain, l'utilisation de la technologie blockchain en mettant en place un peu des systèmes de régulation optionnels qui permettent de voir comment on peut développer et utiliser ce type de technologie pour des transactions financières classiques, de règlement de livraison, etc. Le risque, je pense, un des risques majeurs, c'est le risque de la cybersécurité. Et ça, je pense qu'il y a une question on ne peut pas tout réglementer. Il y a une question de prise en compte des acteurs, de développement, par exemple, de produits d'assurance aussi. Donc, c'est un sujet qui doit être pris globalement et pas simplement sous l'angle de standards techniques et puis après, il y a un risque qu'on voit aujourd'hui qui me paraît être particulièrement important, c'est le risque lié à la globalisation. C'est-à-dire que là, on voit un virus en Chine et on se demande aujourd'hui quel va être l'impact sur l'économie mondiale dans les mois qui viennent. Et on voit bien que l'interconnexion de l'ensemble des systèmes et de l'ensemble des économies nous met est à la fois une force parce que il y a des sources de croissance démultipliées, etc. Mais en même temps peut être une fragilité quand il y a des mécanismes de contagion qui se développent. Merci beaucoup. Alors, je vais passer maintenant sans transition à un tout autre échelon, la région Île-de-France. Alors, avec vous, Bernard Giry, peut-être racontez-nous la transformation d'une région sous l'impact du numérique. Alors, il y a plusieurs aspects. En plus, la première transformation que vous avez vécue, c'est un déménagement dans un endroit assez symbolique, en Seine-Saint-Denis. Donc, c'est un changement important du centre de gravité aussi qui adresse un message, sans doute, à la population. Et quel impact ça a eu sur l'organisation, sur le mode de travail à la région ? C'est vrai qu'avec l'arrivée de Valérie Pécresse en décembre 2015, l'engagement de transformer la région avait été pris, et en particulier de déménager le siège du 7e arrondissement, où on avait une quinzaine de bureaux environ, à un siège unique pour rassembler les équipes. Je crois qu'il y avait à la fois la volonté de rassembler toutes les équipes, et aussi la volonté de s'adapter et de se transformer pour délivrer un service public plus rapidement, plus personnalisé, plus proche et plus proche des attentes des citoyens. Et donc finalement, ce projet de déménagement a été l'occasion aussi de transformer l'administration, puisqu'on est passé au télétravail. Aujourd'hui, 80% des agents télétravaillent 1 à 2 journées par semaine. Alors l'administration régionale, c'est une petite administration par rapport à l'État, c'est environ 10 000 salariés, mais néanmoins c'est un chiffre qui est relativement important. Et globalement, cette transformation autour du télétravail, autour de bureaux ouverts et non plus de petits bureaux fermés, etc., pour faciliter la collaboration, a dû derrière engager une accélération de la transformation numérique. Qui dit télétravail, dit outils d'accès à distance de plateformes, numérisation des process, etc. Et donc il y a un gros chantier qui s'est créé derrière. Et donc on est rentré un peu dans cette deuxième étape, qui est de se dire, et tout à l'heure Patrick Skene parlait de page blanche, c'était un peu le même cas pour nous. On s'était engagé sur faire de la région une smart région, une région intelligente, mais qu'est-ce que c'était ? Globalement, il n'y avait pas de modèle en France, donc on a été un peu voir à l'étranger, à Singapour, à New York, etc. Et globalement, c'était souvent des villes, c'était pas forcément des régions avec des compétences un peu différentes. Et donc on est reparti, on s'est dit mais finalement qu'est-ce qu'on veut faire ? Nous aussi on a des données, on ne sait pas très bien les maîtriser. On a des services, ces services aujourd'hui ont besoin d'être transformés. Et pour réaliser ces nouveaux services, on a besoin de données publiques et privées. On a besoin d'un nouveau modèle, on a peut-être besoin d'un double numérique aussi, comme d'une entreprise. Quel serait le double numérique de la région ? Quels sont les outils ? Et donc on a avancé comme ça en marchant. Et de la même manière, c'est assez intéressant, on a créé une nouvelle équipe qui s'appelle la direction de la Smart Région et de la donnée, et qui a construit cette plateforme qui a ouvert il y a à peu près 3 mois aujourd'hui. Et donc on a à peu près les premières retombées de cette ouverture. Alors qu'est-ce qu'on trouve sur Île-de-France Smart Services ? Île-de-France Smart Services, donc en français Smart Services. Smart Services. Aujourd'hui, c'est l'agrégation, c'est 4 parties. C'est un agrégateur de données, environ 8000 jeux de données. Donc on intègre toutes les données publiques qui sont en open data sur cette plateforme. Deuxièmement, on considère aussi que la donnée privée est particulièrement utile pour délivrer un service. On ne peut plus délivrer aujourd'hui une politique publique sans intégrer des données privées. Et donc on a mis en place quelque chose d'assez innovant qui est un contrat cadre, une convention cadre d'échange de données publiques-privées,
qui a été voté par la collectivité, bien évidemment. Et aujourd'hui, on a une 50aine d'acteurs privés qui travaillent avec nous et qui définissent non pas de l'open data, mais ce qu'on va appeler de la share data. C'est un contrat de confiance en disant, voilà, ces données, je suis prêt à les partager avec vous, je suis prêt à travailler ensemble sur un certain nombre de services, et on va pouvoir aboutir à ça. Par exemple, on va sortir d'ici un mois un outil qui doit permettre de faciliter l'implantation d'entreprises. Donc globalement, on est dans une phase post-Brexit, d'attractivité, de choix d'implantation. La donnée existe, mais elle n'est pas toujours fluide, elle n'est pas toujours accessible, elle n'est pas personnalisée. Et là, l'idée, c'est de construire à partir d'un outil multicritère, d'une dizaine de critères. Je veux construire une entreprise, je veux être à côté d'un lycée international, je veux être à moins de 10 minutes à un axe de transport, d'agglomérer l'ensemble de ces données et de le proposer à une entreprise pour faciliter son implantation. Et ça sera prêt dans... Ça sera prêt pour le MIPIM, on va profiter de ce salon pour le présenter à ce moment-là. D'accord. Et le deuxième élément... Donc ça va accélérer les bons résultats de l'indicateur EY qui montre que l'attractivité de la France est bonne et peut-être de l'Île-de-France. Et celle de l'Île-de-France qui a été classée comme première région au monde pour les investissements R&D. Bien, donc au MIPIM, merci beaucoup. Alors, pardon, on me demande d'accélérer le temps passe, c'est passionnant, mais avec Hervé de la Chapelle, peut-être pour prendre une vision un peu plus globale sur le secteur public, quelles sont les nouvelles forces de transformation des secteurs publics que vous voyez à l'œuvre? On en a un peu parlé, la technologie, l'écologie, et comment est-ce que on peut les adresser? Comment est-ce que vous les voyez finalement interagir aussi entre elles? Aujourd'hui, tout le monde veut se transformer. Quelles sont les bonnes méthodes de travail, notamment dans l'administration et le secteur public? Alors, effectivement, le quotidien des équipes conseil d'EY secteur public, c'est d'accompagner la transformation de nos administrations, la modernisation de l'action publique. Ce qui nous donne une vision un peu assez large, un poste un peu de vigie sur toutes ces transformations, toutes ces opérations. On a publié un baromètre il y a une quinzaine de jours qui montre que, baromètre de l'attractivité industrielle de la France, qui montre que aujourd'hui, la France reste en première position première position européenne sur les investissements internationaux pour l'industrie. Et ça prouve bien qu'aujourd'hui, parmi tous les critères qui sont cités de cette attractivité, c'est la qualité de nos services publics et la capacité de notre pays à se moderniser et à se réformer. Alors, quelle méthode? Aujourd'hui, ce que nous observons, c'est que les derniers cycles de transformation dans l'action publique, c'est des transformations qui ne sont plus axées uniquement sur la recherche d'efficacité ou de réduction de la dépense publique, ce qui étaient finalement les axes qui prévalaient dans les années 2000. Aujourd'hui, on positionne l'usager au cœur de la transformation. Et ce qui guide et accélère toute la transformation, c'est justement cette capacité à créer de l'impact. Et c'est pas toujours possible, c'est pas toujours facile aujourd'hui parce que nos administrations sont vastes, parce que nos administrations sont complexes, elles sont extrêmement diverses. Une administration centrale, c'est pas une collectivité territoriale, c'est pas un organisme de protection sociale. Et aujourd'hui, ce qui guide vraiment cette transformation, c'est d'axer sur des résultats extrêmement concrets les actions de transformation. Le président de la République s'est engagé sur un certain nombre d'objectifs autour notamment de ce qu'on appelle les objets de la vie quotidienne. Ce sont des dispositifs extrêmement concrets. Il y en a une 60aine qui ont été priorisés. C'est par exemple de doubler les maisons de santé, c'est par exemple trouver des solutions sur l'absentéisme des professeurs. Et en fait, quand on regarde aujourd'hui tous les déterminants, qu'ils soient nationaux ou locaux, des causes de mécontentement d'une partie de la population, on se rend compte que pour accélérer la transformation de l'administration, il faut vraiment faire porter l'effort sur tout ce qui crée de l'impact pour l'usager, pour les entreprises. Juste peut-être une réaction d'Odile Renaud-Bassot, parce que la culture parfois de l'État, en tout cas à Bercy, c'est de dire qu'il faut dépenser moins, et empêcher les hommes politiques ou les femmes politiques de venir dépenser, notamment dans les ministères dépensiers. Alors vous n'êtes pas la directrice du budget, mais est-ce que vous avez l'impression qu'il y a un changement de culture à l'égard de la performance de la dépense publique, de l'aménagement du territoire, de ce qui vient d'être dit? C'est-à-dire que ça compte d'avoir des services publics performants et il ne faut pas avoir une vision trop caricaturale de ce sujet. Ah, c'est sûr que ça compte d'avoir des services publics performants, et je pense que tout ce que, dans les exemples récents de grandes transformations des services publics, il y a
tout ce qui est lié à l'utilisation des nouvelles technologies. Par exemple, la DGFiP, donc la direction des impôts, qui prélève la transformation et la mise en place de l'impôt à la source, c'est une révolution, d'une certaine façon, dans le fonctionnement de l'administration fiscale, avec tout un processus vraiment de transformation assez profond. Je citerai un autre exemple qui est la mise en place du compte personnel de formation, mon compte formation, qui est aussi une façon de transformer le modèle d'utilisation des comptes des crédits formation par chacun, pour mettre en fait le citoyen et l'usager au centre, plutôt que ça soit un système institutionnalisé, etc. En fait, du point de vue de la dépense publique, je pense que le cœur aujourd'hui, c'est de dire évaluons ce qu'on fait, utilisons toutes les données disponibles, tous les outils d'évaluation pour beaucoup mieux évaluer beaucoup plus tôt l'efficacité de l'action publique et donc améliorer la qualité des dépenses publiques. C'est pas forcément la quantité qui va être déterminante, mais c'est d'être sûr que ce qu'on fait vise à l'objectif, et la dépense permet d'atteindre l'objectif qu'on s'est fixé. Merci peut-être Hervé Lachavel sur cette question, et ça peut être, on arrive un peu au bout de notre débat, mais ça me paraît une question clé sur tous ces sujets de mesure, effectivement. Et vous êtes dans un cabinet d'audit aussi, et de mesure. Est-ce que sur ces questions de mesure de la performance des dépenses, notamment dans les administrations, sur la performance, on parle beaucoup aussi de mesure de l'impact social et environnemental, c'est le sujet qui est de plus en plus souhaité dans les entreprises avec les indicateurs RSE. Est-ce que là-dessus, vous travaillez sur ces questions? Est-ce qu'on peut améliorer cette mesure? Alors, vous évoquez le sujet de l'impact effectivement environnemental, l'impact social. L'administration s'est engagée fortement. La stratégie nationale bas carbone a impulsé un certain nombre de plans ministériels pour une administration exemplaire, et l'administration s'engage. L'administration publie un certain nombre de résultats justement sur ces engagements en faveur de ces impacts environnementaux, de ces impacts sociaux. Aujourd'hui, oui, effectivement, le sujet de la mesure, de l'évaluation des politiques publiques, l'évaluation d'impact des politiques publiques est un sujet qui est extrêmement important. C'est un sujet qui évolue et qui s'appuie pas mal et de plus en plus sur tout ce qui est nouvelles technologies, parce qu'il y a énormément d'informations, parce qu'il y a énormément de data, et tous ces dispositifs combinés à ce que vous évoquiez de concertation citoyenne et autres, permettent d'accélérer toutes les méthodes de mesure, permettent d'avoir beaucoup plus d'informations pour mesurer l'impact de l'ensemble de ces dispositifs et des différentes politiques publiques. Bien, vous le voyez, mais il faut s'arrêter. On ne fera plus de la politique, en tout cas comme on en faisait auparavant. On a eu quelques exemples. Je voudrais remercier les 3 témoins qui étaient avec nous.